Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la suite de l'analyse de la répartition et des caractéristiques des différents climats de notre globe. La dernière fois, nous avions parlé du climat polaire, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du climat continental, tempéré et océanique. Concernant le climat continental, c'est celui qui s'étend généralement dans l'hémisphère nord, entre 45 et 65 degrés de latitude, à l'intérieur et dans l'est des continents. L'hiver y est plutôt froid, moins 6 degrés par exemple à Moscou, et dure longtemps. Cependant, il va ensuite céder sa place à un printemps relativement bref qui va se réchauffer très rapidement à partir d'avril et de mai pour donner un été chaud et humide. Cette humidité est liée principalement à l'évaporation sur les immenses superficies de lacs et de marais créées par la fonte des neiges. Et cette évaporation est elle-même due au réchauffement très rapide du continent par rapport aux océans. L'automne, quant à lui, sera généralement plutôt bref, un peu à l'image du printemps. C'est toutes ces régions qui sont situées notamment au cœur de l'Amérique du Nord et de l'Eurasie qui échappent à l'influence océanique. Cependant, des différences importantes existent en fonction des régions. Nous allons le voir d'ici quelques instants. Mais de manière générale, on parle ici de tous ces climats de haute latitude non polaires qui n'existent véritablement que dans le nord, puisque c'est là que se concentre la majorité des terres émergées. Ce sont aussi des climats qui se caractérisent par une végétation assez particulière. C'est là que se retrouveront notamment la plupart des grandes forêts de conifères, à l'image de la taïga russe. Mais si l'on entre un peu plus spécifiquement dans l'observation de ce climat, le climat continental, c'est celui qu'on retrouve en Pologne et en Russie, par exemple, avec des hivers froids à caractère anticyclonique, donc un ciel souvent clair et dégagé, même si la campagne est enneigée. À Varsovie, par exemple, durant les 3 mois les plus froids, on descend généralement en dessous de 0 degré de moyenne, janvier accusant par exemple 3,9 degrés négatifs. Par contre, en été, les températures augmentent de manière relativement importante, 18,3 degrés par exemple en juillet, ce qui témoigne d'un fort écart thermique, 22 degrés à Varsovie, très caractéristique finalement de cette continentalité. Concernant la pluviométrie, on a également pas mal de différences entre les différentes saisons, puisque l'hiver sera généralement plutôt sec, à cause de l'essoufflement des dépressions atlantiques et la présence de hautes pressions d'origine thermique, et les étés seront eux plutôt pluvieux, pas forcément de manière très régulière, mais de manière très abondante grâce aux différents orages qui se succèdent. C'est donc le climat typique de l'Europe orientale, comme évoqué précédemment, Pologne, Russie notamment. Et à mesure que l'on se dirige vers l'est et vers l'intérieur des continents, le climat lui-même va relativement bien changer et nous allons entrer dans ce que l'on appelle le climat boréal. Le climat boréal, c'est celui justement de la Sibérie orientale, notamment de la Lacoussie, qui se caractérise par l'absence presque totale d'influence maritime. Les températures hivernales sont d'une très grande sévérité. À titre d'exemple, à Verkhoyansk, par exemple, qui est le pôle du froid de l'hémisphère nord et qui se situe à la même latitude que le cercle polaire, janvier a une moyenne de moins 50,6 degrés. Ce froid est lié notamment à l'activité de l'anticyclone de Sibérie, qui est l'équivalent de l'anticyclone canadien du Manitoba. Mais contrairement à l'attitude polaire, on a un été qui existe et qui permet l'épanouissement bref et éclatant de la vie, qui a été mise en parenthèse, mise en hibernation pendant l'hiver. À Verkhoyansk, par exemple, en juillet, on atteint en moyenne 13,3 degrés. Des températures qui restent relativement faibles, mais qui témoignent d'un écart thermique colossal finalement entre les températures les plus froides et les températures les plus chaudes. Parallèlement, concernant la pluviosité, l'hypercontinentalité explique beaucoup la sécheresse. On reçoit moins de 500 mm de précipitations par an et sur de grands espaces même moins de 250 mm, principalement sous forme de neige. Ainsi, dans la région du Iakoutsk, l'été est la période des précipitations majeures. En juillet, on reçoit en moyenne 40,6 mm, alors que d'octobre à mai, il ne tombe pas plus de 12 mm d'eau par mois, ce qui témoigne justement de cette sécheresse relativement prononcée. Concernant les façades occidentales et orientales, le climat a tendance à changer. Occidental d'abord, nous parlerons ici de l'Alaska, du Canada, de la Scandinavie. On est dans des régions où l'océan exerce son influence. À ça s'ajoutent bien évidemment des reliefs passablement marqués qui vont entraîner l'apparition de vents orographiques. Ainsi, entre les courants chauds océaniques et ces vents orographiques, on obtiendra une certaine douceur. En hiver, les basses pressions des Aléoutiennes et d'Islande assurent
sur ces façades l'arrivée de masses d'air humides réchauffées justement à la base par les eaux douces du courant de l'Alaska et de la dérive nord-atlantique. On aura donc beaucoup d'instabilité atmosphérique, génératrice de fortes précipitations, et en même temps une certaine douceur imposée justement aux eaux et à l'atmosphère. C'est ce que l'on trouve par exemple à Trondheim, à 63 degrés de latitude nord, où la moyenne de janvier est de moins 3,3 degrés, bien loin des moins 50 observés à Verkhoyansk. Et ça n'a absolument rien d'exceptionnel puisque c'est notamment lié justement à ces courants atlantiques et à ces vents orographiques. Parallèlement, on va retrouver beaucoup d'humidité puisque si les étés restent globalement frais, on ne relève jamais à Trondheim de mois dont la pluviosité est inférieure à 50 mm. Donc une différence quand même assez marquée par rapport au climat précédent, un écart thermique faible d'une saison à l'autre, par contre de très fortes précipitations très bien réparties en fonction des saisons. Pour les façades orientales, on parlera ici plutôt de la région du Saint-Laurent au Québec, ainsi que des positions déjà plutôt méridionales de la station de Vladivostok par exemple. On rencontre encore une fois d'assez fortes précipitations, 1008 mm par exemple à Québec même, et par contre des températures qui seront un peu plus marquées. Les hivers sont un peu plus rudes, par exemple à Québec, moins 12,2 degrés en hiver, et en été, on a une certaine fraîcheur jusqu'à 18,9 degrés. Donc des écarts saisonniers déjà plus importants. L'océan exerce son influence, mais ce climat reste principalement dépendant de la dimension continentale, et c'est pour ça que malgré l'humidité, on a encore des écarts thermiques relativement importants. Concernant le centre des continents, on parlera ici plutôt d'aridité ou de semi-aridité, de toutes ces régions au sud de l'Ukraine qui vont loin vers l'est et se déploient en steppe à partir des régions qui entourent la mer Caspienne, de la mer Noire à la mer d'Altaï, et qui s'organisent autour du domaine aride de la mer d'Aral. On est dans des régions qui peuvent être relativement humides suivant les périodes, par exemple 500 mm à Kharkov, 561 à Kiev, mais les hivers sont beaucoup plus rigoureux et en bordure de désert, les précipitations diminuent grandement. À Oulan-Bator, par exemple, au nord du Gobi, au 16,1 degrés du mois de juillet s'opposent les 25,6 degrés de janvier, donc des écarts thermiques qui sont déjà beaucoup plus importants. Et par contre, en termes de précipitations, dans le Gobi même, on a moins de 200 mm, avec 8 à 9 mois arides et des pluies plus marquées durant le mois de juillet, par exemple. Donc des différences un peu plus importantes au centre du continent. Enfin, concernant l'Est, on entre dans ce que l'on peut qualifier de climat un peu plus composite. On est dans le climat manchou, par exemple, dans toute la façade russe jusqu'à Vladivostok, auquel on peut incorporer le climat tempéré froid de la Chine du Nord, de Shenyang au Kunming. On est donc ici, encore une fois, dans des températures moyennes qui peuvent être relativement rudes en hiver, beaucoup plus chaudes en été, et là l'écart est assez important malgré tout, et des précipitations qui dépendent grandement de la saison. Très faibles par exemple en hiver, beaucoup plus abondantes en été. C'est ce que l'on retrouvera notamment dans d'autres régions du monde, mais principalement en Asie, comme nous l'évoquons. Donc finalement un climat qui a beaucoup plus de variabilité que ce qu'on a évoqué jusqu'ici. Concernant donc le climat tempéré, deuxième climat à l'ordre du jour, on parle ici de toutes ces régions où le climat est plus clément d'une certaine manière, et notamment le climat océanique. Vous avez tous déjà vu en images, en film ou peut-être même sur place les paysages verdoyants de l'Angleterre ou de l'Écosse, qui sont caractéristiques justement de ce climat océanique, qui possède de faibles contrastes thermiques et une forte pluviosité. En effet, pour ceux d'entre vous qui seraient déjà allés dans ces régions, vous avez sans doute constaté qu'il est difficile d'obtenir une succession de jours sans précipitation. Mais parallèlement, les températures varient assez peu. C'est des choses que l'on retrouve dans bien d'autres régions, bien évidemment, l'Europe atlantique du Sud-Est, la Norvège également, le nord-ouest de l'Espagne, la Belgique, la France dans une certaine mesure et dans certaines régions, la Colombie-Britannique de la même manière, le littoral du Washington et de l'Oregon, sont tous caractérisés par la douceur des températures et l'abondance de précipitations, ainsi que l'importance des vents. À Valencia, par exemple, en Irlande, ou aux îles Scilly, l'hiver est globalement plutôt doux, 7,2 degrés, et l'été est relativement frais, 15 degrés jusqu'à 16 suivant les périodes. Donc des écarts thermiques qui sont extrêmement faibles.
Même constat à Londres, avec 3,9 en janvier et 17,8 en juillet. Par contre, les totaux pluviométriques sont beaucoup plus importants, 1420 mm par exemple à Valencia. À ça s'ajoutent des orages fréquents, des vents particulièrement importants qui font un peu partie de l'ambiance de ces différentes régions. Concernant le climat méditerranéen, un climat que vous connaissez sans doute davantage, il s'agit ici de latitude tempérée chaude et qui, malgré la présence de coups de froid, conserve une certaine douceur et même une certaine chaleur. En effet, les hivers sont plutôt doux, c'est même une règle, et les écarts restent quand même assez importants entre l'hiver et l'été, où l'été peut être particulièrement chaud. Plus de 23 degrés bien évidemment à Barcelone, plus de 27 à Athènes par exemple, ou 26 à Izmir. Ce climat méditerranéen, caractéristique par exemple de la Crète, peut bien évidemment varier. On peut retrouver dans certaines régions des étés beaucoup plus doux et secs et des hivers généralement doux et pluvieux. C'est quelque chose d'assez fréquent. C'est ce que l'on retrouvera en dehors du continent européen, en Californie, au Chili central, dans la région du Cap en Afrique du Sud, dans les régions de Perth et d'Adélaïde en Australie, et qui est particulièrement propice au développement de l'activité humaine et à la vie humaine elle-même, notamment comme en témoigne l'émergence de grandes civilisations, la civilisation romaine et la civilisation grecque par exemple, dans le passé. À l'intérieur des terres, par contre, nous reviendrons progressivement vers de l'aridité ou de la semi-aridité. C'est ce qui se passe notamment en Arizona ou par-delà la Sierra Nevada de Californie, où on passe brusquement à l'aridité des plateaux du Nevada, à celle de l'Arizona ou aux steppes des hautes terres du Colorado. On a passablement d'aridité qui se maintient même à l'est dans le Nouveau-Mexique, au Kansas et au Texas, ainsi que sur le piémont oriental des Rocheuses. Cette aridité doit bien évidemment quelque chose à la latitude déjà très méridionale, mais surtout aux effets conjugués de l'abri et de la continentalité, particulièrement bien réalisés en Asie sous ces latitudes, avec notamment les steppes asiatiques, dans la région du Konya, dans le désert de Syrie, dans le désert de Dasht et Lut en Iran, où justement les hivers peuvent être déjà un peu plus rudes et les étés particulièrement chauds. Cela dit, au-delà de tout ça, on entre dans ce que l'on qualifierait de climat chinois. Le climat chinois est un petit peu l'équivalent du climat méditerranéen, un petit peu plus au sud, un peu plus déplacé vers le sud. C'est un climat qui est caractérisé par un été chaud et un hiver froid. Mais contrairement au climat méditerranéen, il inverse la pluviosité. En effet, l'été sera chaud et humide et l'hiver sera froid et sec. C'est ce que l'on retrouve au sud-est des États-Unis, en Chine par exemple, à partir de la région sud des Kinling, à l'extrémité méridionale de la Corée et dans la moitié méridionale du Japon. Dans l'hémisphère sud, c'est également ce qui se retrouve au Brésil, en Argentine, en Uruguay, autour du Rio de la Plata, et en Afrique, au pied du Drakensberg, dans la région de Brisbane et de Sydney, en Australie. Il recouvre également l'essentiel de l'île néo-zélandaise du Nord, avec un climat constamment humide, Atlanta par exemple 1234 mm, Shanghai 1135, Hiroshima 1526, et des variations thermiques déjà un peu plus importantes en fonction des saisons. Par exemple, en janvier, à Shanghai, il peut faire 3,9 degrés et en juillet-août, 27,8. Donc un écart thermique de l'ordre de 24 degrés qui rappelle déjà un peu plus le climat continental. Un écart saisonnier donc beaucoup plus marqué. Voilà ce que nous pouvions dire donc du climat tempéré. Passons maintenant au dernier climat qui nous intéresse, le climat subtropical. Et encore une fois, on trouve beaucoup de variations au sein de ce climat. En effet, le premier que l'on peut évoquer, c'est le climat désertique. Bien qu'il soit situé sous les tropiques, puisqu'on parle ici de climat subtropical, entre le 10e et le 20e parallèle globalement, ce climat diffère des autres types de climats par son aridité. C'est ce que l'on retrouve notamment dans le Sahara, avec un total de précipitations annuelles qui est de l'ordre de 15 mm, et les mois les plus humides qui atteignent péniblement les 5 mm. Donc, outre le caractère de l'humidité ou même de l'aridité, on retrouve aussi de très grandes chaleurs, des chaleurs qui sont liées à l'intensité de la radiation solaire. Ce sont les régions qui reçoivent le plus de rayonnement solaire, donc forcément les plus chaudes. Mais des différences assez marquées se feront sentir entre le jour et la nuit.
C'est un petit peu caractéristique justement de ces espaces. Ces espaces tels que le désert du Kalahari ou le désert du Namib en Afrique australe, le Sahara que nous évoquions précédemment, mais également dans une certaine mesure l'Australie, passablement touchée, et le désert du Thar par exemple, dans d'autres régions. Concernant les climats tropicaux, on parle ici de toutes ces régions qui sont notamment constituées par la savane. Les climats tropicaux se trouvent donc entre les tropiques, comme dit précédemment, et c'est des climats qui sont assez particuliers puisque, généralement chauds, ils peuvent être plus ou moins humides en fonction des périodes. On a une très forte opposition d'ailleurs entre saison sèche, hiver dans l'hémisphère, et une saison humide, plus ou moins homogène pendant l'été, avec possibilité de très fortes pluies suivant les régions. C'est des climats qui sont caractérisés par l'absence de période de refroidissement. On n'a pas de réel hiver à proprement parler puisqu'il fait constamment chaud. La température moyenne du mois le plus froid est toujours supérieure à 15 degrés. Par contre, alizés et moussons d'été ont longuement parcouru les océans aux basses latitudes avant d'atteindre les continents et apportent donc, suivant les saisons, beaucoup d'humidité et beaucoup d'instabilité avec des cyclones tropicaux plutôt marqués. On distingue cependant donc le climat tropical humide avec un hiver sec et frais et un été très arrosé, qui correspond plus ou moins au climat de mousson, et le climat tropical sec qui subit une longue saison sans pluie, 7 à 10 mois généralement, et pendant la courte saison des pluies, on peut avoir des températures qui se situent autour de 30 degrés de moyenne. Donc quelque chose finalement d'assez caractéristique. Vous en doutez cependant, face à une telle variation, la situation sociale et économique peut être passablement bouleversée. En effet, la saison sèche peut amener beaucoup de famine, beaucoup de difficultés pour la population locale. Vous avez ici d'ailleurs la représentation typique du paysage que l'on peut retrouver sous ces climats, à savoir la savane que j'évoquais précédemment. Concernant le climat équatorial, celui qu'on retrouvera ici, c'est celui du lac Toba à Sumatra par exemple, celui de l'Amazonie, du bassin du Congo, des régions proches des côtes du golfe de Guinée, mais aussi des îles de l'Indonésie, de la Nouvelle-Guinée, du Pacifique central. Ce que l'on constate, c'est l'uniformité des températures qui est frappante. Toute l'année, il fait en moyenne 25 à 28 degrés. C'est une chaleur constante, et même très élevée, qui se joint à une humidité également presque permanente, rendant ce climat parfois assez difficile à supporter. Les pluies sont très abondantes, par exemple 1500 mm par an dans certaines régions, plus de 2200 à Para au Brésil, 1800 à Jakarta en Indonésie et même 3600 à Akassa au Nigeria. Donc une humidité relative qui est considérable. Même s'il ne pleut pas toute la journée, l'eau tombe régulièrement sous forme de gros orages en fin d'après-midi, notamment liés au réchauffement du sol qui provoque l'ascendance d'air dont nous avions déjà parlé précédemment. Donc les pluies se répartissent globalement sur tous les jours de l'année, en moyenne 250 jours de pluie, avec plusieurs périodes maximales en fonction des régions. Donc des écarts thermiques saisonniers très faibles, par contre, beaucoup de précipitations. Et les écarts de température les plus importants ne se font pas d'une saison à l'autre, mais plutôt entre le jour et la nuit. C'est donc, d'une certaine manière, la seule véritable caractéristique de ces espaces assez particuliers. Dernier élément que j'aimerais évoquer avec vous, la mousson. Lorsqu'on parle de mousson, on a souvent tendance à imaginer la pluie. Or, quand on parle de mousson à l'origine, il s'agit d'un système de vent saisonnier qui alterne et souffle à des latitudes tropicales, essentiellement en Asie méridionale. De la mer vers le continent en été, on parlera ici de mousson d'été, et du continent vers la mer en hiver, on parlera de mousson d'hiver. Et la mousson d'été, qui résulte justement du franchissement de l'équateur par les alizés, est généralement associée à des pluies abondantes. Les pluies de mousson apportent plus de 80% des précipitations sur des régions habitées par la moitié de la population mondiale. Donc c'est des phénomènes qui sont extrêmement importants, qui sont des vents à l'origine et non des précipitations, mais qui amènent beaucoup de précipitations suivant les périodes et qui sont très importantes, notamment d'un point de vue agricole, pour certaines de ces populations. Voilà donc ce que nous pouvions dire des différents types de climats. Sujet relativement complexe, nous aurions pu bien évidemment entrer davantage dans les détails, mais l'objectif est ici de comprendre de manière générale quelles sont les raisons et comment s'organisent ces différents climats à l'échelle du globe. J'espère avoir été aussi clair que possible.
Comme toujours, je reste bien évidemment à disposition pour vos questions et je vous souhaite une excellente semaine.